Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche énormément de mamans. Comment rester soi-même après avoir eu des enfants? On parle souvent du bonheur immense que procure la maternité, mais on parle peu du sentiment de perte d'identité qui peut l'accompagner. Beaucoup de femmes mettent leurs ambitions et leurs rêves de côté une fois devenues mères, au point que leur vie semble ne plus avoir de sens en dehors de leur rôle de maman. Comment retrouver un équilibre entre être une maman épanouie et une femme accomplie? Comment apprendre à se recentrer sur soi sans culpabiliser? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Nasser, qui à travers son parcours et son vécu, nous apportera des clés et des enseignements pour que chaque femme puisse vivre pleinement sa maternité sans s'oublier. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Pour celles qui accueillent la vie et ceux qui grandissent à toute vitesse, Kiabi vous accompagne avec sa collection maternité et bébé. Que ce soit pour vous ou pour votre petit bout, Kiabi vous propose des incontournables comme le Dorbien 100% coton à partir de 3500 francs. Parce que votre famille mérite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et demain. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Retrouvez vos magasins Kiabi près de chez vous à Abidjan, Dakar, Douala, Brazza, Libreville, Ouaga et sur nos réseaux sociaux Kiabi Africa. Kiabi, la mode à petit prix. Bonjour Sarah. Bonjour Delali. Je suis trop contente de te recevoir. Et moi dans le aussi, podcast. et moi donc. Aïe, aïe, aïe. Tatana Conseil, celle qui la connaissent, bien sûr vous la connaissez sur TikTok, mais qui fait des vidéos de conseils. Moi je te connais, mais les gens, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. C'est ça. Alors je vais te demander de te présenter. Qui es-tu? Quels sont les membres de ta famille? Voilà, je suis Sarah Nasser, donc c'est vrai, connue plus sous le nom de Tatana Conseil. Donc je diffuse une plateforme TikTok principalement, des conseils qui très terre à terre pour les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons. Et je suis épouse et maman. Quelques mois de l'année de 2 enfants, mais en général de 4, parce que mon mari a déjà 2 filles, donc très souvent en vacances, on se retrouve à 4 enfants à la maison. D'accord. Voilà. Ils ont quel âge, les enfants? Donc les filles, il y a 15 ans, il y a 9 ans, mon fils Jacob, 8 ans, et puis 3 ans. Donc on a à peu près toutes les tranches d'âge. Tous les hormones sont concentrées à la maison. Super. Alors on va commencer par le début, c'est-à-dire tes maternités. Oui. Déjà, est-ce que tu as toujours voulu être maman? Est-ce que c'est un désir que tu avais déjà? C'est vrai que très tôt, moi j'ai une histoire un peu particulière. J'ai pas connu mon père assez tôt dans ma vie. Je pense que le déclic est venu à l'âge de 13 ans, 14 ans, où je portais déjà le nom de mon père. Et je me suis dit, écoute, je veux savoir où est mon père. Je savais déjà qu'il travaillait au nord du pays, donc j'ai commencé à faire mes enquêtes. Et on s'est retrouvés, je pense, quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai toujours eu ce mal-être, quelque part, de me dire que ma mère a échoué. Oui. Et j'ai traversé des moments d'amertume parce que je voyais les autres avec papa et maman. Même s'ils étaient séparés, les parents étaient là pour l'événement de Noël. Les 2 parents étaient là. Et j'avais ce manque-là. Donc, je me suis toujours dit que je veux réussir ma vie, mais pour moi, ça passe par réussir une famille. Avoir papa, maman et les enfants parce que je veux ma famille. J'avais ce besoin-là de fonder une famille. Donc, à côté de mes études, je rêvais toujours de me marier et surtout de faire une famille, mais de la réussir. Ça, c'était l'un de mes objectifs. D'accord. Alors, on va parler de la femme. Quel genre de femme tu étais avant de tomber enceinte? Très énergique. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je suis boulimique du travail. J'ai fait mes études en Suisse parce que je voulais vraiment réussir. J'ai fait la communication, l'hôtellerie et management. Et voilà, je voyageais beaucoup. Dès qu'il y avait des vacances d'école, je profitais du visa que j'avais, Schengen, pour aller en Italie, en France, aux États-Unis, un peu partout, découvrir le monde. Et voilà, je rentre en Côte d'Ivoire en 2014 avec mon diplôme et je suis prête à continuer cette vie-là. Et c'est vraiment là que je rencontre mon mari dans l'hôtellerie. Et là, boum
va mettre de côté les diplômes suisses et tout, et on se marie. Et puis, je n'attends pas la grosse erreur et je fais direct mon premier garçon. Ton premier garçon. Oui. Alors, comment tu as vécu cette maternité, l'arrivée de ton fils? J'imagine que tu étais très heureuse, mais du coup, est-ce que tu as arrêté de travailler? Comment ça s'est passé? Ça a été un gros choc émotionnel parce que être perfectionniste, c'est très épuisant mentalement. Donc, voilà mon rêve, le plus gros rêve. J'ai obtenu mon diplôme. Tout de suite, je travaille. Tout de suite, je me marie. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un escalier de rêve qui se réalise et je tombe devant un bébé. Et Rabi aussi a quelque part un petit problème, mon mari, parce que lui aussi n'avait pas pu vivre les premiers moments de ses enfants, de ses deux filles. Donc lui aussi, c'est un papa qui se dit, écoute, moi aussi, je veux voir les premiers pipis, les premiers popos. Donc très impliqué. Donc on est deux parents impliqués qui refusent de déléguer. Ma mère n'a jamais lavé mes enfants. Moi, j'avais peur de les laver. C'est mon mari qui les lavait, qui me montrait comment on fait. Donc on a été deux parents très engagés. Personne ne m'a demandé d'arrêter de travailler. J'ai tout de suite arrêté. C'était naturel. Voilà, donc j'ai tout de suite arrêté. Je me suis vraiment coupée de tout. Je me suis centrée. Il faut savoir que j'ai fait l'allaitement maternel à 100%. Donc sans alterner avec le lait. Donc c'était c'est ça, 2 heures, quoi. C'est physique, quoi. C'est du cardio. Combien de temps? Mon fils a tété 1 an et demi. Parce que pour commencer, c'est difficile. Pour arrêter aussi, c'est difficile. Ils ne veulent plus après. Ils ne veulent plus. Donc je suis devenue esclave, emprisonnée entre 4 murs. Dévouée à un petit garçon que je rendais complètement dépendant de moi. Et un père qui se tue au travail, qui n'est pas présent, qui se dit que tout ce que je dois apporter, c'est un bien-être financier, tout apporter pour que madame reste tranquille à la maison avec l'enfant. Mais ça a été un piège pour nous deux, la vérité. Et du coup, justement, à quoi ressemblaient tes journées? C'est-à-dire, c'était du matin au soir, c'était enfant, la maison, s'assurer, parce que je n'arrivais même plus à gérer certaines choses, parce que nos commandes en général se font en Europe. Je gérais certaines commandes pour le restaurant, mais je n'arrivais même plus à faire parce que mari est restaurateur et du il est restaurateur. Moi, je gérais tout ce qui était, je l'aidais, tout ce qui était commande, tout ce qui était gestion de communication, mais je n'arrivais plus parce que je ne dormais pas la nuit. Je fais nuit et jour. Monsieur travaille nuit et jour aussi, donc il est chef, il est dans sa cuisine à midi, il rentre pour se reposer à 15h, il retourne le soir, il revient à 3h. Je suis debout 24h/24, je fais un burn-out. Ah oui, un burn-out direct. Alors raconte-nous, parce que donc, ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais et ça arrive souvent en première grossesse parce que ça nous dépasse un peu. On n'a pas le dictionnaire de la meilleure maman, quoi. Non, et on nous a pas appris à être parents. Il n'y a pas un livre, un bouquin. Il n'y a pas un livre, étape 1, étape 2. Est-ce que tu sais tout de suite que c'est un burn-out? Comment tu mets les mots dessus? Comment ça se manifestait? Par une grosse tristesse. J'étais vraiment pas bien, j'étais épuisée, je ne prenais plus soin de moi. Ça sert à quoi de se parfumer? L'enfant, il est en train pour prendre une douche, faut savoir que l'allaitement au lait, l'enfant peut tenir 3 heures. 4 heures grand maximum, quand c'est un enfant gentil. Mais le lait maternel se digère extrêmement vite. En 2 heures, c'est fini, il a faim, il réclame. Donc, il y a une pression qui est heure par heure, 365 jours jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans ou 1 an et demi. Donc, je suis toujours triste, je suis amère, j'ai l'impression que j'ai échoué. Je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, mais attends, Sarah, tu as un mari, il y a une aisance financière, tu n'as pas besoin de travailler, ton bébé est là. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Je commence à culpabiliser. Je dis, mais tout est là, mais pourquoi je ne suis pas bien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout de suite, je ne comprends pas que je fais un burn-out parce que les gens se disent, mais tu n'es pas... Comment on dit ce mot? Tu n'es pas épanouie? Oui, non, mais tu n'es pas reconnaissante. Ah oui, parce que tu as tout. Il y a d'autres qui galèrent à faire des enfants. Toi, tu es tout de suite tombée enceinte. Tu as tout pour être heureuse. Pourquoi tu n'es pas heureuse? Là, je commence à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est un peu là que j'ai commencé à exprimer mon côté designer. J'ai commencé à dessiner un peu, commencé à travailler un peu à la maison puisque je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas laisser. Je n'ai pas eu de nurse jusqu'à 2 ans. Donc, tu étais exclusivement toi qui t'occupais du petit. Mais la deuxième est arrivée à... La deuxième, vraiment, avec toute cette souffrance, il y a 5 ans d'eux. Jacob a 8 ans, j'ai pris beaucoup de temps pour guérir de ça. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu mets en place, justement, quand tu te rends compte que tu es en plein burn-out, certains diront donc dépression post-partum, mais même pas parce que ça arrivait un peu après. Un peu après, à 5 mois, 6 mois.
Est-ce que tu allais consulter? Comment tu as fait? Non, Comment tu as pas réagi vraiment. à Je ça? parlais à mon médecin, à D'accord. ma gynécologue, Ok. docteur Yassé, que je salue, une très brave dame. Oui, oui, oui. J'ai commencé à parler, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est vraiment elle aussi qui m'a encouragée pour l'allaitement maternel. Oui, oui. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas bien, je suis triste, je pleure, je ne supporte plus mon mari, je ne supporte plus rien. L'enfant, quand il pleure, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dit, mais est-ce que tu sors un peu? Oui. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu laisses un peu l'enfant? Je lui dis, mais non, avec qui je vais laisser? Il tète, il faut que je sorte avec lui. Je n'ai pas envie d'allaiter en public. Bon, déjà, on est en Afrique, donc c'est ça aussi, allaiter à public, tout de suite, les gens te regardent regardent comme si tu étais en train... Donc, je ne voulais même pas le regard des gens comme ça sur moi, au fait. Donc, elle me dit, non, mais là, il y a un problème. Et on commence à faire un processus où je me donne du temps. Ça a été difficile, ça a pris beaucoup de temps, il fallait beaucoup de programmes pour ça. Comment tu as ajusté ça? Est-ce que tu en as parlé à ton mari? Est-ce que c'est où tu gardais pour toi ou à des amis en dehors de ton médecin? Non, il faut dire aussi que, mon mari il vient d'une famille de 5 garçons. Ok. Des femmes fortes qui ne se plaignent pas. Ah! Ah! Aïe, aïe, aïe. Donc, dans sa famille, personne ne comprend. Elle a un enfant Mais et puis elle se plaint. qu'est-ce qu'elle a? Oui. Voilà, donc moi-même, j'arrivais même pas à me confier à quelqu'un déjà. forcément. Donc, ma mère aussi est de la vieille école, donc Oui. personne dans ma famille ne comprenait ce mal-être et cette souffrance. Donc, j'ai commencé à me couper émotionnellement parce que pour pouvoir s'évrer, il fallait que moi-même, je me sèvre de cet enfant, de dire que ce n'est pas la source de mon bonheur. Oui. Je ne vais pas mettre toutes mes blessures et tout mon besoin émotionnel sur cet enfant parce que je suis en train de me faire du mal. Et je deviens une mauvaise maman, une mauvaise épouse. Donc, j'ai commencé à sevrer émotionnellement et après physiquement et à mettre des plans de travail à la maison. Moi, j'ai vraiment à commencer comme ça, à commencer à travailler un peu à la maison. Et ça a abouti après sur quelque part une indépendance où je pouvais sortir pour laisser mon enfant à quelqu'un d'autre. Tu y allais progressivement? Progressivement, vraiment. Tu as d'abord laissé à la maman? Le premier pas, c'était le sévrage. Après, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est assez difficile de trouver du bon personnel pour les enfants. C'est vrai, c'est vrai. Ce manque de soutien de ce côté, parce qu'aujourd'hui, la fille te dit « je suis nounou ». Mais c'est juste parce qu'elle n'a pas un diplôme XY, donc elle est présentable, elle te dit je suis nounou, mais elle ne peut même pas donner un Doliprane à l'enfant. Donc tu sors et toute ta tête est à la maison. C'est vrai. Tu te dis non, donc j'ai eu la chance vraiment de rencontrer une aide qui est vraiment une assistante à la maison, tout ça, et qui aime beaucoup les enfants. Donc ça m'a aidée dans ce sens-là à pouvoir commencer progressivement à sortir. Quand la première sortie a marché, la deuxième sortie, et puis petit à petit. D'accord. Alors, ta fille arrive ensuite. Oui. Tu disais que ça t'a mis du temps d'abord de guérir de ce que tu as vécu. Est-ce que l'expérience a été renouvelée? Je veux dire, est-ce que ça a été la même chose ou ça a été complètement différent? Ça a été différent. Ok. Parce que j'ai connu les limites. J'ai connu mes limites personnelles et physiques. Voilà, j'ai su à quel moment allaiter, à quel moment arrêter, à quel moment sevrer l'enfant, même de ma présence physique, parce que finalement, on fait du mal aux enfants. Parce que quand tu es le seul visage que l'enfant voit 24 heures sur 24, quand tu n'es pas là, il y a une panique à bord. Bien sûr, mais oui. Donc, finalement, ce n'est pas aussi bien d'être le seul repère de l'enfant. L'enfant ne peut même pas rester seul avec son père. C'est ça. Ouais, maman. Ah, non. Oui, maman. Ouais, maman, parce qu'il n'est pas habitué. Ça, il est complètement dépendant de toi. Donc, non, je n'ai pas fait la même erreur avec la fille. Je suis restée, j'ai allaité à 100% aussi pendant une année, mais j'ai réussi à faire beaucoup d'autres choses pour moi, personnellement, à côté. Alors, justement, tu as recommencé à travailler petit à petit à la maison, progressivement. Et on parle aujourd'hui de ne pas s'oublier en tant que femme. Tu t'étais oubliée complètement. Tu disais tu te coiffais plus, tu ne prenais plus soin de toi. Et le déclic, il est venu à quel moment? Je pense le gros déclic, dans ma promotion à l'université en Suisse, j'étais parmi les meilleurs élèves. Et je crois une fois, je discutais avec une promotion, avec une amie de ma promotion qui vraiment me voyait comme un idole, qui se disait, non, Sarah, elle va conquérir le monde, Sarah, elle va tout gagner quand elle va arriver à Abidjan. Et on se perd de vue pendant 2-3 ans, et puis on reprend contact, je crois, sur Facebook. Et puis elle me demande, qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais ça a été une claque. Qu'est-ce que tu es devenue? Oui. J'ai bloqué pendant un moment. Parce que ça ne m'a pas suffi de dire « je suis juste mariée et que j'ai 2 enfants ». Ah là, ça m'a mis un bam. Je me suis dit « écoute, tu as investi énormément dans tes études. Ça a été un sacrifice financier et humain. Tu avais beaucoup de rêves, Sarah.
et tu les mets à côté pour un homme et pour des enfants. Et à la fin, tu te retrouves triste et tu vois que tout le monde avance, mais toi, tu restes bloqué à l'étape. Non. Aucune femme ne peut être heureuse comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que pour guérir déjà de quelque chose, il faut se poser les bonnes questions, accepter les réponses pour pouvoir avancer. Je n'étais pas contente. D'accord. Et je pense à partir de là que je me suis dit, non, Sarah, il faut que tu te réveilles. Et pourquoi certaines femmes passent... Enfin, c'est même pas pourquoi certaines femmes passent par cette... Oh, Délali, quand même. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu as constaté autour de toi que beaucoup de femmes, parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup de conseils, tu observes beaucoup de femmes africaines, je ne veux même pas dire africaines, les femmes en général, mais comme on est dans un contexte africain, passent par là, c'est-à-dire elles se sacrifient, elles oublient qu'elles sont une femme avant d'être mère, épouse ou quoi que ce soit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'une femme s'oublie face à cette nouvelle dimension de leur vie de mère. On a déjà plusieurs pressions. Moi, je pense qu'il y a la pression naturelle. C'est-à-dire, naturellement, une maman, il y a des hormones que son corps sécrète. C'est-à-dire, c'est ça comment on appelle ça, la fibre maternelle, je crois. Naturellement, le corps, il capte toute ton attention sur ce petit être. Parce que ton corps, il aura besoin de beaucoup d'énergie, des forces, et tu ne peux pas t'éparpiller dans les premiers mois de l'enfant. Donc, on a une pression naturelle. En plus de cette pression, on a notre société. On vit dans une communauté où la femme parfaite, c'est vraiment celle qui est... En tout cas, notre génération, quand on voit nos mamans, la femme parfaite, c'est celle qui s'est dévouée à son mari, dévouée à ses enfants, à sa maison, à son foyer. La dimension du développement personnel est vraiment... Je pense que c'est maintenant qu'on parle d'épanouissement, que ça dit... Et encore, quand on en parle... C'est un peu choquant. C'est comme si la femme ne voulait plus son rôle de maman. Non, c'est parce qu'au bout d'un moment, les femmes ont compris que... on est en train de se détruire, mais ce n'est pas ça le but, au fait. Donc, je pense qu'il y a cette pression naturelle, il y a cette pression culturelle de notre société qui exige qu'il faut qu'on se donne corps et âme à ce petit cocon familial en s'oubliant parce que ça demande de la force. Et à la fin, tu te dis, bon, attends, moi, je me mets de côté, je prends tout ce que j'ai comme énergie, comme force, et puis je leur donne. Mais à la fin... Et moi? Voilà. Parce que personne ne va penser à toi. Hein. Et ton époux, lui, il est bien content. En général, les hommes sont contents dans ce cas de figure de se dire, écoute, moi, je vais travailler, je continue mes ambitions, je les poursuis, je ramène ce qu'il faut à la maison. Mais je pense qu'on a tous nos rêves, on a tous une destinée, on a tous quelque chose qu'on a envie d'accomplir dans cette société, femmes comme hommes. Donc, on peut un moment faire une pause, mais après, il faut se réveiller. Justement, certaines s'enlisent dans cette pause parce que souvent on se dit bon je vais année sabbatique je prends une année sabbatique et puis finalement elle reste dedans et elle s'oublie comme tu dis. Tu as eu ce déclic là toi, qu'est-ce que tu as mis en place ensuite pour justement ne plus t'oublier toi? J'ai commencé comme j'ai dit déjà pas à pas. Parce que vous ne pouvez pas le faire de façon quand vous êtes resté en dehors de la société. Ça va que le monde évolue très vite. Voyez, vous téléchargez aujourd'hui une application, 3 mois après, c'est obsolète. Il faut faire une mise à jour et puis il faut se lancer. Donc, sortir trop longtemps du système social, de tout ça, ça prend du temps pour revenir. Et moi, je dis, déjà, on a beaucoup de pression en tant que femme. Il ne faut pas se mettre de la pression. Il faut réaliser déjà que vous êtes oublié. C'est ça. Quand tu réalises ça, il faut commencer par des petites choses. Moi, j'ai commencé par refaire le sport. D'accord, par prendre soin de moi, refaire la natation, faire des choses seule, sans mon époux, sans mes enfants, me recentrer sur moi-même, me poser. Au fait, il faut vraiment travailler intérieurement, avant même que ce soit visible, avant de reprendre le travail, parce que sinon, ça risque de faire une charge supplémentaire, de me dire, je dois être épouse, je dois être maman, je dois me remettre au travail, je dois reconstruire mes amitiés. Non, on n'a pas besoin de ça. On y va pas à pas. Step by step. Et vous allez voir que l'escalier, il va... Quand on se pose des bonnes questions, en général, on y arrive. Mais c'est vraiment étape par étape. Moi, j'encourage. Ça me fait penser à une interview, je ne sais pas si tu l'as vue, de Amel Bent, qui parlait de la charge mentale des femmes et qui disait la société nous demande énormément. Et à chaque fois, moi, je dis, on ne peut pas être tout le temps des superwoman, c'est-à-dire assurer à la maison, dans le foyer, les enfants, au travail, etc. À un moment donné... Waouh! Et quand tu es au foyer, on te dit il faut que tu sortes. Quand tu travailles, on te dit non, faut rester. Enfin, c'est trop. La charge mentale, on n'en parle pas assez. C'est vrai que souvent on dit on nous fait culpabiliser. Donc mère de nous dire mais pourquoi
tu veux être toi, pourquoi tu veux te réaliser, tu as tout, tu disais quand tu disais mais attends, tu as tout, qu'est-ce que tu vas aller chercher, égoïste, aller travailler, etc. Ça, j'arrive pas à comprendre, pourquoi on est encore en 2025 à nous imposer des choses et à nous dire qu'on ne peut pas, voilà, il faut qu'on assure à tous les niveaux et qu'on s'oublie, qu'on oublie nos rêves, qu'on oublie tout ça. Oui, mais je trouve qu'on déjà on fait un très beau travail. Déjà, en parler comme ça, dire à une femme que tu n'as pas tort d'y penser, tu n'as pas tort de penser à toi, il ne faut pas culpabiliser. Je pense que déjà, la société est en train de se réveiller parce que beaucoup de femmes sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Je pense que toute l'année 2024 à 2025, le cheval des talons de l'ONU, du gouvernement, c'était l'autonomisation de la femme. C'était de vraiment remettre la femme dans le circuit parce que sans nous aussi, on ne parle pas de développement économique. Mais clairement. Donc, une femme, quelque part, vu tout ce qu'on supporte, elle vaut beaucoup. Et la société ne peut pas évoluer sans elle. Donc, je pense que beaucoup de gens commencent à tirer la sonnette d'alarme pour réveiller les femmes. Alors toi, tu nous as parlé d'action, donc tu as commencé pas à pas. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es redevenue la femme que tu étais avant? Ou est-ce qu'elle a changé? Est-ce que la maternité a changé? Oui. Elle a changé, pas pour le pire, pour le meilleur. J'ai des regrets. J'ai des regrets parce que je me dis, si par exemple j'avais vu ce genre d'émission quand j'étais jeune maman, ça m'aurait... Comme je l'ai dit, la société avance tellement. Les gens ne t'attendront pas. C'est ça. Et souvent, quand on rentre dans ce cocon familial, on oublie sa famille, on oublie ses amis, on oublie tout le monde. Et les gens avancent, ils ne vous attendront pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, on peut plus se voir, pourquoi on peut plus aller prendre un pot. Donc, tu perds tes amis, tu participes plus au déjeuner de famille. Donc, tu perds quelques liens familiaux. Et quand tu fais ton burn-out, il n'y a personne. Ah ben oui. Il n'y a personne, c'est pas parce que ça va mal, mettons que tu vas m'appeler, ma chérie. Tu étais où quand moi je n'allais... Tu vois, donc il y a un peu... Les amitiés, ça s'entretient. Donc après, tu te retrouves vraiment seule et se remettre, c'est vraiment difficile. Ça t'a pris du temps? Oui. Me reconstruire, ça m'a pris du temps. Donc, tu as commencé doucement. Est-ce que tu dirais que c'est par le travail? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire c'est par le travail que j'ai repris confiance en moi, que je me suis retrouvée. Il y en a qui vont dire c'est par le sport. Il y en a qui vont dire c'est parce que j'ai retrouvé des relations amicales. Qu'est-ce qui t'a aidé en premier, toi? Moi, par le travail. D'accord. Déjà, quand j'ai commencé à travailler en tant que designer à la maison. Je faisais de très bons... À la base, j'avais commencé pour moi. Rester 1 an et quelques à la maison. J'étais le double de mon poids. J'étais que l'ombre de moi-même. Je ne me reconnaissais plus physiquement. Moi, mes grossesses, je prends facilement 15 kilos puisque je reste à la maison. Tu vois les 15 kilos, nous, qui avons pris les 24 kilos, là. Non, quand même. Non, j'ai fait un peu de mannequinat, donc j'ai de très bonnes habitudes. J'étais très bien suivie durant mes grossesses, donc pas de boisson gazeuse, pas de sucre, vraiment que des fruits. Donc, je prenais pas beaucoup, mais je ne me reconnaissais plus physiquement. Déjà, ça me faisait beaucoup souffrir. Parce que si à la base, tu prends 15 kilos, non, je ne me reconnaissais plus. Bon, monsieur ne se plaignait pas, donc il ne m'a pas encouragée dans ce sens-là pour que je me réveille. Il me disait, mais moi, je t'aime bien comme ça. Mais la question, c'était, est-ce que moi, je m'aime comme ça? Quand j'ai commencé à faire le sport, que j'étais très... Mon mari dit, mais pourquoi tu vas souffrir là-bas? Tu vas transpirer, tout ça. Moi, je t'aime comme tu es. Tu as des formes maintenant. Je dis, mais est-ce que c'est toi seul qui compte? Est-ce que moi, je m'aime? Tu t'es déjà demandé si je m'aime comme ça? Je pense qu'à cette question, il m'a dit, OK, fais ce que tu veux. D'accord. Et je suis allée au sport, j'ai repris le travail, donc je recevais des clientes. Je recevais un peu la société. Tu voyais du monde? Je voyais du monde. Petit à petit, je commençais à participer à des défilés. Je sortais de mon cocon. Je m'exprimais à travers ma collection. Donc, ça m'a fait renouer avec beaucoup de contacts que j'avais perdus. Et petit à petit, je suis sortie de ça. J'ai repris le travail au restaurant. J'étais là en journée, mais pas le soir. Jusqu'à présent, je ne travaille plus les soirs parce que je préfère rester avec les enfants et tout. J'ai toujours cet attachement-là. Oui, j'allais te demander justement, est-ce que pour eux, les enfants, ça a été drastiquement, c'est-à-dire un changement drastique parce que maman était là tout le temps et puis là, maintenant, maman travaille, maman reçoit des gens, maman à gauche, maman à droite. Comme je l'ai fait petit à petit, ça n'a pas été choquant pour eux. D'accord, oui. Petit à petit, maman doit travailler, maman sort ce soir, maman revient. Mais il faut dire que jusqu'à présent, les enfants, ils vont m'attendre à ce que je rentre, quoi. Si je rentre à 1h, ils vont attendre. Mais oui, il y a encore ce lien. Parce qu'ils sont habitués à dormir avec maman, tu vois. Et voilà, donc... Mais quand c'est petit à petit, personne n'est choqué. Vous ne pouvez pas devenir une personne d'un moment à un autre. D'un moment, bien sûr. Ça va pas aller. Totalement. Oui. Et dis-moi, comment tu gérais la culpabilité? Parce que souvent, en tant que maman, on se dit, bon, là, c'est vrai que je vais m'occuper de mes enfants, mais là, j'ai envie de m'occuper un peu
de moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, moi je reçois beaucoup de messages où ils me disent, mais Della, comment tu arrives à ne pas culpabiliser, à voyager. On te voit, tu voyages, tu pars en vacances seule, sans les enfants, oui. Tu as tes soirées avec tes amis, mais en même temps, tu es là aussi pour tes enfants. Mais comment tu fais pour ne pas culpabiliser? Ça, toi, comment tu gères ça? Moi, en tout cas, j'ai trouvé ma solution, mais... Moi, pour moi, par exemple, je me dis que les enfants vont grandir. C'est ça. Et que quand ils vont partir, moi, je serai là. Donc, si je passe à côté de ma vie, qu'est-ce qui va me rester, en fait? C'est ça. Moi, je suis toujours dans cette étape où je cherche mes pas. J'arrive à sortir les soirs. Mais je ne suis pas encore arrivée comme super de la vie. Ah, donc tu culpabilises encore un peu. Je culpabilise. Oui. Souvent, mon mari me dit, mais viens, on part un week-end. Oui. Par exemple, ça. Hey, Seigneur Jésus. Tellement même, j'appelle la même tu sais qu'on va rentrer, c'est mieux. Parce que tu stresses tout le monde et tout. Oh donc, j'ai pas totalement, j'y suis pas encore arrivée. Voilà, je supporte juste un week-end, c'est-à-dire de la veille, un dodo, deux dodos, c'est facile à compter pour les enfants, mais je suis pas encore arrivée au stade. À partir d'une semaine comme moi qui part. Je peux pas. Non, mais je suis pareil comme toi, j'ai fait progressivement. Non, progressivement. C'est ça, faut pas les habituer à, mais je pense que moi, à les perturber. Dans mon sens, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment le fait que papa soit poule aussi. Ah, ça c'est vrai. Donc, on est tous les deux en train de faire un travail. Je ne suis pas la seule. Oui. Donc, c'est un père super possessif, super qui doit donner à manger à ses enfants parce qu'il dit que personne ne les donnera mieux que lui. Donc, nous deux même, on est en train de traverser. Il me critique, mais il est très content de rentrer à la maison pour retrouver ses enfants. Mais justement, j'ai demandé le rôle du partenaire parce que souvent, la charge mentale dont on a parlé ou le fait qu'on s'oublie, c'est aussi, je ne vais pas dire la faute, mais... la personne qui est avec nous doit normalement nous accompagner. Et ce n'est pas souvent le cas, surtout en Afrique, je dirais, de comprendre que la femme a aussi besoin de ces moments à soi, de s'épanouir elle-même. Tu as la chance d'avoir un compagnon, un mari qui a compris cela. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui n'ont pas cette chance-là? Par exemple, comment elles devraient faire en fait? Il faut savoir poser des limites, il faut savoir dire non. Je pense que le plus gros problème des mamans, elles ne posent pas des limites ni aux conjoints ni aux enfants. Mais le problème, c'est qu'une maman malheureuse, c'est une conjointe malheureuse, c'est une mère malheureuse, c'est pas une bonne maman pour les enfants. Parce que les enfants le ressentent tout de suite. Bien sûr, donc, quand maman revient de sortie, comment elle est heureuse, comment elle a les yeux, ils sont contents, il y a une conversation. Maman, comment ça s'est passé? C'est déjà avoir des choses à dire à ses enfants ou à son mari. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, vous n'allez pas attendre que le conjoint vous tire la sonnette d'alarme. Personne ne va le faire pour vous. Moi, c'est vrai que quelque part, mon époux, il était papa poule, mais il ne m'a pas forcément aidé pendant les nuits. Souvent, je lui disais, mais tu peux faire ce soir pour moi? Il me dit, mais attends, moi, je travaille, je rentre à 3h du matin, tu veux que je surveille? Donc, il n'y a pas eu ce partage où c'était chaud. Maintenant, qu'ils sont grands, qu'ils communiquent, qu'ils comprennent assis, debout, c'est facile de les manipuler. Mais quand ils sont tout petits, c'est ça qui m'avait créé mon burn-out, parce qu'on était tous les deux fatigués, chacun dans sa tâche. Et j'avais personne pour faire les nuits avec lui. Donc, ça nous a coûté une séparation. Ah oui. Parce que beaucoup de couples, on le voit, beaucoup de couples se cassent à ce moment-là. Où il y a surtout le premier. Le premier. C'est ça, le premier, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que souvent, et on a reçu un papa ici, Amir, qui expliquait que lui aussi, avec sa femme, ça a été des moments très compliqués parce que il ne comprenait pas que... Enfin, lui, il ne comprenait pas ce dont elle avait besoin à ce moment-là, c'est-à-dire juste, des fois, même un biberon. Même juste un jour, tu te lèves la nuit, tu donnes le biberon à ce moment-là et tout. C'est même un geste, ça soulage, ça soulage, en fait. Et ça, les hommes ne comprennent pas ça souvent. Non. Je pense que c'est cette génération de se dire, comme moi, j'ai dit, mon mari, c'est 5 enfants, la mère, c'est une brave, elle a 80 ans, elle continue de préparer quand on est en vacances pour tous les 500, jamais se plaindre. Donc, personne ne comprenait pourquoi. Pourquoi toi, tu te plains? Ah, tu as 1, tu as 2, et puis tu te plains, mais moi qui en ai eu 5, ils ont mangé à leur faim, matin, midi, soir, moi, mon mari, il m'aidait pas. Donc, ils ont grandi dans ça. Ils ne peuvent pas te comprendre que tu ne vas pas bien et que les générations sont différentes, les besoins sont différents, et que tu peux avoir une femme forte qui supporte ça. Il y a d'autres choses que moi, je supporte qu'elle ne supporterait pas. Chacune a ses forces et ses faiblesses. Donc, c'est de comprendre, mais c'est vrai que c'est difficile pour les hommes de comprendre à ce moment-là.
Effectivement, et d'accepter. Et effectivement, d'accepter. Comme tu dis, c'est une question aussi peut-être de modèle. Exactement, modèle familial. De modèle familial. Alors, tu as recommencé donc à prendre du temps pour toi, en faisant du sport, en retravaillant. Ça t'a beaucoup aidé, ça t'a épanoui. Mais est-ce que tu as des limites? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille la plupart en tout cas travaillent. Quelle est la part qu'on doit... comment on doit équilibrer tout ça? Comment tu arrives à équilibrer tout ça? Parce que souvent, on va dire, on va beaucoup travailler, on va avoir moins de place pour la famille ou pour soi ou pour les enfants. Comment arriver à cet équilibre-là? Toi, comment tu fais, par exemple? J'ai vraiment divisé les choses. C'est moi d'abord. OK. Moi d'abord, mon mari après et mes enfants. Parce que quand l'enfant vient, il devient roi. Oui. Et l'homme... En général, c'était ton premier bébé. Oui. C'était lui le centre. Qu'est-ce que tu veux manger? Bien c'était sûr. la priorité. Donc, je pense que la frustration la frustration des hommes vient du fait, ça se casse en général parce que le centre d'intérêt de la femme change. C'est naturel. Oui, bien sûr. On ne le fait pas exprès, mais très peu d'hommes. En tout cas, moi, mon mari n'a pas compris pourquoi il n'était plus le centre de ma vie. Là, il y avait un enfant et moi et lui après. Donc, on a dû se séparer parce qu'il ne comprenait pas et que je n'arrivais pas à mettre les mots aussi dessus pour expliquer que... tu peux plus être, et que lui aussi, derrière, sa mère lui disait, mais moi, je comprends pas pourquoi, parce que moi, j'ai fait comme ça. Pourquoi elle n'y arrive pas avec un seul enfant? Donc, ça nous a coûté un moment de séparation, mais après, c'est revenu. Donc, c'est moi d'abord. D'accord. Mon époux, c'est-à-dire mon couple et mes enfants. Donc, sachant que je suis présente pour tout le monde, mais tant que je suis pas bien, je peux pas donner mon meilleur à tout ce monde-là. C'est vraiment comme ça que j'ai changé de priorité. Oui, parce qu'au début, c'était les enfants. Oui, monsieur et toi en dernier. Donc, il n'y avait plus de force pour moi. Il n'y avait plus d'énergie pour moi. C'est clair. Et vu que monsieur était content avec sa apouchou. Donc, on est resté comme ça. On est resté comme ça longtemps. Mais au bout d'un moment, je me suis réveillée dans la glace. J'ai dit, mais Sarah, il est content, mais et toi? Mais et toi? Oui. C'est la question. Très peu de femmes se posent ces questions. Et moi? Et Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'était quoi mes rêves de quand j'ai fini mes études? On a tous cette fibre. Il y a toujours quelque chose qu'on avait envie de faire. Oui, il y a des femmes au foyer très épanouies. Oui. Mais je pense que c'est quelque part des femmes qui ont enterré beaucoup de leurs rêves. Et si elles se posent des questions, ça va monter. Ça va remonter. Non, je ne pense pas qu'on soit faite juste pour dresser le lit, cuisiner et puis attendre que tout le monde rentre. Il n'y a pas que ça. La femme, c'est beaucoup plus que ça. Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut s'imposer des moments rien que pour soi? C'est-à-dire, est-ce que toi, par exemple, dans ton programme, moi, je le fais. Moi, c'est-à-dire que moi, là, j'ai mon programme. Ici, là, c'est monsieur. Ici, là, c'est les enfants. Ici, là, c'est le travail. Ici, là, c'est moi. Mais comme tu dis, moi aussi, je me mets vraiment en premier. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment se l'imposer? Ah oui. Oui. Il faut avoir une routine. Faut pas se réveiller et puis aller comme ça, entre guillemets, à l'arrache et puis se dire, je verrai ce que je ferai pour moi. Non. Il faut avoir, plus on est organisé, mieux on arrive à gérer beaucoup de choses facilement. C'est-à-dire, le matin, moi, par exemple, je prépare mes enfants. 7h30, je suis très contente maintenant que les deux soient à l'école. La petite, j'en parlais ce matin. Mais l'autre, là, je l'ai mis en petite section et je la dépose sans remords. Non, mais avec une grande joie. Donc, 7h30, tout le monde à l'école. Donc, on va dire quoi? J'ai 2 heures ou 3 heures pour moi. J'ai mon cours de natation où j'ai vraiment un maître nageur avec moi qui m'apprend à respirer. Parce que les burn-out, c'est vraiment le fait de ne pas savoir s'arrêter. Vous pouvez même souvent, on se noie dans un verre parce que tu es perdu dans toutes tes tâches. Mais s'arrêter et respirer. Mettre le calme en soi et s'organiser. Et je pense que la natation m'a beaucoup aidée parce que dans l'eau, tu ne peux pas penser à beaucoup de choses. Tu es obligé de te centrer sur toi-même, sur ta respiration et ton inspiration. Donc, le matin, je fais mes 1 heure, je rentre chez moi, ma skincare, tout ça, je n'ai pas calculé, monsieur, encore. Là, donc, lui-même, là, il est là-bas, il tourne, parce qu'il commence son service à 11 heures. Tu n'as pas fini encore? Non, c'est moi d'abord. Je fais ma skincare, je fais tout ce qu'il y a à faire, je me fais belle, je me parfume, je m'habille très bien. Et maintenant, c'est important de se bien s'habiller.
Ça donne voilà quoi. Et puis même les enfants, ils sont contents de voir une jolie maman. Mais je te dis, moi c'est mon fils qui m'a fait cette remarque parce que pareil, moi le matin, je l'ai déposé à l'école en mode jogging, en mode ça fait rien. Un jour, ma demandé, toi, ton foulard, tu caches ta tête là. Il faut arrêter de venir me déposer à l'école, venir me chercher avec ça. Donc ça m'a fait. J'ai dit, ouais, non mais quand même. Donc maintenant, et quand je m'habille quand même, bon, je suis pas sapée, mais je me mets bien. C'est bien quoi. Je dis, maman, tu veux. J'ai dit, voilà. Donc, je sais que ça lui fait plaisir et c'est vrai que ça change, ça peut changer. Une maman heureuse, ce sont des enfants heureux. Et quand je finis ça, je m'occupe de monsieur. Il est content, je suis contente, les enfants arrivent, ils seront contents. Et en même temps, j'ai mon ordinateur, mon assistante, j'arrive à gérer tout ce qui... J'ai la chance aussi d'habiter vraiment dans la même concession que le restaurant. Donc, je n'ai pas à prendre la voiture pour aller là-bas. Donc, direct, j'attaque le resto. Je gère très bien mes rendez-vous de stylisme. Donc, c'est vraiment très programmé. Mes clientes, elles me connaissent. Donc, j'arrive. L'heure, c'est l'heure. Je confirme. Oui, parce que ça permet... Ça aussi, le temps passe très vite. Donc, de 7h30 à 11h30 que les enfants rentrent, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais quand on est bien organisé, on s'en sort. Mais il faut avoir une routine où vous vous mettez dedans. Exactement. Il faut se mettre dedans. Ma skincare, mon sport, mon travail, mes enfants. Il faut vraiment que ce soit gradueux pour se retrouver, au fait. Et l'épanouissement, il va sortir de ça. Mais se dire le matin, je vais aller les déposer, je vais rentrer, je vais préparer, Mais et toi? Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que des fois, comme tu dis, il y a des matins, parce qu'on a d'autres obligations, ou parce qu'on veut prendre du temps pour soi, on ne va pas forcément déposer les enfants à l'école. Moi, je sais que mes enfants adorent ça, que je les dépose à l'école. Donc, des fois, quand je ne peux pas, au début, je culpabilisais. Ah, tiens, aujourd'hui, là, je n'ai pas pu les déposer à l'école et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte, bon, c'est pas si grave que ça. Demain, je vais te déposer à l'école ou ça sera une autre fois. Et puis, ils oublient tellement vite très aussi. Ils sont petits. Non, mais ça. Je veux dire, est-ce que toi, tu te rappelles quand tu avais 8 ans ou 7 ans Non, on culpabilise vraiment pour rien. Les enfants, ils vont oublier. C'est ça. Et déjà, un enfant n'a pas la notion du temps. Oui. Exactement. Donc, ma fille, elle te dit hier, alors que c'était il y a un mois, elle te parle d'une histoire, il y a un mois, elle te dit hier. Donc, déjà, il ne faut pas culpabiliser parce qu'ils n'ont pas la notion. C'est-à-dire, vous n'avez pas été là aujourd'hui, vous serez là demain. Vous n'avez pas été là. Et ce n'est pas le cas seulement des mamans. Moi, j'avais un papa qui culpabilisait parce qu'il ne pouvait pas être là au chant de Noël. Parce qu'il avait les fameux spectacles. Ça me rappelle Malek qui dit maman, parce que là je dois voyager, elle me dit maman, tu ne seras pas à mon spectacle. C'est ça, non, pour eux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le prof et je lui ai dit, je peux assister à la répétition juste avant. Je suis allée à la répétition, elle était contente. Je sais que la semaine prochaine, son père ira regarder. C'est ça, au spectacle, je serai pas là. Et au moins, j'ai dit, bon, voilà, on va filmer. Et c'est pas grave. Avant ça, là, j'allais culpabiliser de fou. Non. Mais c'est mieux de changer comme ça avec les enfants, de discuter. De leur en parler. De les faire participer, au fait. C'est très... Exactement. Alors, pour des mamans, parce que toi, tu as la chance, comme tu dis, tu es à côté de ton lieu de travail, etc. Les mamans qui... Tu sais, il y a des mamans, bon, elles sont elles travaillent toute la journée dans des bureaux, etc. C'est ça. Comment elles pourraient arriver, surtout pour des mamans qui se sont oubliées elles-mêmes, comment elles pourraient arriver à retrouver ça? Par quoi elles devraient commencer? Mais quels sont les petits gestes, peut-être, du quotidien? Aller au salon de coiffure. Par exemple, ok. Non, je vous assure, une manicure, pédicure. Se dire, j'ai mon spa une fois par mois. Si ce n'est pas possible, une fois par mois, j'ai un spa seul où je me fais masser, couconner. Des petites choses comme ça. Des petits rendez-vous pour la manicure, des petits rendez-vous pour le massage. Aller se promener. On a le jardin botanique à Bingerville, on a certains espaces verts dans certains quartiers. Juste une balade, marcher, reprendre du sport. Beaucoup de femmes, j'avais vu le podcast avec Shivaï, beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup d'énergie et de force dans le sport. Reprendre, se dit que bon, ok, je ne peux pas tous les jours, mais je peux peut-être une fois par semaine. Je peux peut-être 2 fois par semaine me reconnecter à mon corps. Parce que voilà, ça va faire énormément de bien. Mais c'est des petites choses. Au quotidien. Au quotidien. J'ai mon salon de coiffure une fois par semaine, c'est mon moment à moi. J'ai ma manicure, c'est mon moment à moi. J'ai une balade, je peux aller me balader. Maintenant, il y a la Sotra qui fait des balades lagunaires. Il faut prendre une décision. C'est ça. Et par rapport à ça, par rapport à ses moyens, par rapport à son temps, mais prendre une décision de s'inclure dans son programme. C'est pas juste travailler, c'est pas juste être maman. On a une identité avant tout ça. Oui. Et il faut la retrouver. C'est un cheminement, mais c'est une décision d'abord. C'est une décision à prendre. D'abord. Et tu parlais tout à l'heure de rêve et d'ambition que souvent on met à côté. Mais on a ça en nous. Comment tu... je vais reprendre parce que c'est une question très importante. Comment une femme qui a oublié ses rêves, ses ambitions, qui s'est oubliée elle-même, qui
qui a fait passer son mari ou ses enfants avant et qui veut faire quelque chose de sa vie, qui se dit, tu vois, ton ami t'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Une femme à qui on pose la question et qui a ce déclic-là, mais comment elle fait pour se dire, ah tiens, voilà mon rêve, voilà mon ambition, voilà par quoi je dois commencer. Comment elle peut faire? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui. Et c'est très triste. On a toujours quelque chose qu'on aime. Moi, je dis toujours, il faut aller vers quelque chose que vous aimez. Oui. Parce qu'en général, même nos études, j'ai fait la com hôtellerie. Quand j'ai commencé le stylisme, maman dit, mais ça n'a rien à voir avec... moi, c'est pareil, hein. Alors là, ça n'a rien à voir avec tes études. Et écoute, on a payé des centaines d'euros pour que tu viennes me couper des chiffons et des tissus. Ma mère, c'est un peu la vieille école. Quoi. Il faut travailler dans un bureau. Vous voyez la petite cravate, c'est un petit clin d'œil pour elle. Pour maman. Donc... il y a forcément quelque chose qu'on aime. Il faut retrouver sa passion. Moi, c'était le mannequinat, c'était le stylisme et tout. Il faut retrouver cela et l'incorporer, comme je l'ai dit, à notre emploi. Mais petit à petit, même s'il faut reprendre une formation, il ne faut pas avoir honte. Moi, je nageais super mal, mais je sais que j'ai été conseillée de reprendre la natation. J'ai pris un coach. J'étais la géante au milieu des tout-petits, mais je n'avais pas honte. J'ai foncé, je l'ai incorporé dans mon emploi du temps. Donc, je pense que retourner vers une formation, même s'il faut apprendre, même si c'était la coiffure, même si c'était la couture, même si c'était, peu importe, le sport. Shiva, elle travaille, par exemple, mais elle a développé cette passion qui est le sport. Et aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'elle motive beaucoup de femmes. Et elle a cette discipline aussi. Et il y a la discipline. Mais voilà, et ça fait partie de l'organisation. Effectivement. Parce que tu ne peux pas prendre des bonnes décisions et puis si tu t'organises, ça ne va pas venir seul. Hein. Et personne ne va t'encourager dans ce sens-là. Moi, mon mari, quand j'ai commencé à me reprendre en main, je ne sais pas s'il pensait que je voulais me remettre. Il me dit, mais c'est quoi? Tu as les nouveaux dragueurs, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es... Non, mais c'était vraiment choquant pour lui de se dire, mais pourquoi tu veux te remettre? Tu veux te reprendre? Moi, je te dis que je t'aime comme ça. Pourquoi tu veux te reprendre? Pourquoi tu veux développer? Tu n'es pas content dans la restauration? Je dis, oui, c'est mes études. Mais je fais ça beaucoup plus pour te soutenir. Mais là, j'avais... Ça, c'est pour moi. Voilà. C'est ma passion. Là, c'est ma passion. C'est un endroit où je m'exprime, où je sors ce qu'il y a de beau en moi. Je m'exprime dans le vêtement et tout. Donc, c'est retrouver son premier amour. Et votre premier amour, c'est vous-même d'abord. Et trouver des formations. Il faut, comment on dit? Il faut se forcer. Il y a forcément quelque chose que tu aimais. Donc, s'il faut se former, s'il faut partir dans une école pour ça, il faut le faire. Même à 30 ans, même à 40 ans, même à 50 ans. Il faut se faire. Vera Wang a commencé la couture dans la quarantaine. Aujourd'hui, elle est millionnaire et aujourd'hui, les robes de mariée, c'est pas moins de 5 000 € la robe. Elle a commencé à 40 ans. Donc, il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Parce que je pense qu'à un moment, elle a laissé toutes ses études. Elle se dit, mais attends, c'était quoi mon premier amour? J'aimais la couture. Mais c'était déprécié dans sa famille. Mais à un moment, elle envoyait tout bouler et puis elle a lancé. Aujourd'hui, Vera Wang, ça pèse des millions en bourse. Donc, il faut oser. Il faut oser. Il ne faut pas avoir honte de se mettre dans une formation, même à 40 ans. Si ça peut vous permettre d'atteindre votre objectif, il faut y aller. Alors, on va finir par les conseils, parce qu'on a vu beaucoup de choses, c'est trop intéressant. C'est très passionnant. C'est passionnant et c'est bien que tu donnes autant de conseils pour ces femmes, pour ces jeunes filles. Donc, s'il y a des jeunes mères, futures mamans, qu'est-ce que tu leur dirais? Quels conseils tu leur dirais? Par exemple, la Sarah qui était la jeune fille avant de devenir maman, quels conseils tu lui aurais donné? Le premier conseil, c'est de ne pas perdre son identité. C'est un effort. Ça, c'est une décision. Son identité personnelle. Parce qu'avant d'avoir un conjoint, avant de faire 100 enfants, vous étiez quelqu'un. Il faut vraiment garder cette flamme-là quelque part. Même si ça demande de l'énergie de répondre à tout, il faut la garder quelque part. Il faut avoir conscience de ça, que je ne dois pas m'oublier. OK, je vais mettre peut-être les choses en stand-by parce qu'il y a un nourrisson là qui a vraiment besoin de moi. 24 heures sur 24, ça me demande de l'énergie, c'est très fatigant. Et quand on n'a pas le soutien qu'il faut à côté, ça nous demande encore beaucoup plus. Mais il faut garder cette fibre. Il faut placer les choses dans le temps. Comme j'ai dit, cette société aujourd'hui, elle va très vite. Et on devient très vite obsolète. Donc, il faut se dire, écoute, je me donne quoi? 5 mois, 6 mois, 8 mois? Il ne faut pas rester. Moi, j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Je ne le conseille pas, surtout pour une jeune maman.
Je ne conseille pas de rester en dehors de la société, de se couper de tout pendant 1 an et demi, 2 ans. Après, tu reviens, tu es gaou dans tout. Non, sérieux, tu es gaou dans tout. Ça dit, tu sors là à partir de 23h, tu bailles dehors. C'est-à-dire, tu vois ton lit en 3D comme ça, le lit, la clim, Netflix. Non. Vous n'allez pas être heureuse longtemps comme ça. Donc déjà, prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe. Maman, c'est une nécessité. Parce que c'est demain que ça va te dire merci. Totalement. Donc, je n'oublie pas qui j'étais, même si je mets ça à côté pour me concentrer sur ce bébé-là qui me demande beaucoup d'énergie et de force. Je n'oublie pas la femme que j'étais, je n'oublie pas cette épouse que j'étais, je n'oublie pas cette nouvelle maman. Je prends du temps pour moi. C'est pas du luxe, c'est pas bébé gâté, c'est pas un truc de blanc, entre guillemets, parce que les mamans aiment bien dire ça. Tu vois, au spa, les trucs des blancs, là. Non, c'est pas un truc de blanc, c'est nécessaire pour moi. Je prends soin de moi, je pose les choses dans le temps et puis j'apprends à déléguer. Ah oui, ça. Ah, le problème ça, c'est des très mamans. Dur. Ah oui. Ah, déléguer, mais comme je dis, même notre société ne nous aide pas. Parce que je pense que si on a le bon personnel, le bon accompagnement, c'est facile. Mais nous là, vraiment. Non, mais moi, franchement, c'était dur de trouver le bon, la bonne. Mais une fois que tu l'as trouvé, ça te permet de trouver cet équilibre, de déléguer, parce que tu as quelqu'un de confiance à qui tu peux déléguer, surtout que quand tu es parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix, qui travaillent, et je pense que le congé maternité, c'est 3 mois. Oui. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes abandonnent. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais stagiaire à Mariano en Suisse, je ne comprenais pas pourquoi mes collègues, moi j'étais plus jeune, mais j'avais des jeunes qui se mariaient, et dès mariés, commençaient à chercher des garderies, des crèches, des choses comme ça. Je me disais, mais attends, tu n'es même pas enceinte, peut-être tu ne vas pas tomber enceinte. Elle me dit, non, je ne tomberai pas enceinte tant que je n'ai pas trouvé où placer mon enfant. Parce que c'est 3 mois, et qu'après, elle, dans sa tête, elle ne va pas rester à la maison. Exactement. Dans sa tête, elle va reprendre son poste, elle va continuer à grimper son ascension, c'est de devenir DG, c'est de devenir ça, elle ne va pas abandonner pour son enfant. Nous, communauté africaine, on les traitait d'égoïstes. Mais la société avance, leur société avance, elles sont moins déprimées que nous, même s'il y en a, mais elles s'accomplissent. Et je pense qu'aujourd'hui, la dépression ou le mal-être vient du fait que quand on nous demande qu'est-ce que tu fais, je suis mariée, j'ai 2 enfants ou 4 enfants. That's it. D'accord, that's all. Donc, il y a un mal-être, donc tu sens que il y a un moment, on s'est arrêté. Alors que l'autre, la bonne Suisse, elle va te dire, OK, je suis cadre, mais j'ai des enfants aussi. Ils sont très bien éduqués, ils sont très bien équilibrés, parce que souvent on nous dit non, ils ne seront pas équilibrés, ils vont parler comme les nounous, ils vont faire ça. Non, ils sont très bien équilibrés. Et c'est des gens qui sont indépendants. Aussi. Moi, le fait d'être restée, j'ai eu des enfants qui n'étaient pas indépendants, qui avaient besoin de moi pour tout. Mon fils a besoin que je l'accompagne à toutes ses compétitions, parce qu'il est habitué à moi. Je suis sa source de motivation. Quand je suis là, il travaille bien. Quand je ne suis pas là, il s'amuse. Donc, j'ai créé une dépendance chez l'enfant. Ce n'est pas tout à fait positif. Aujourd'hui, je paye les pots de cela. Donc, c'est une erreur que je n'ai pas refait avec ma fille. Ma fille est très indépendante, 3 ans. Elle mange seule, elle arrive à aller aux toilettes seule, elle arrive à faire beaucoup de choses toute seule, sans nounou. Donc, il faut apprendre de ses erreurs aussi. Ça, oui, exactement. En tout cas, Sarah, merci pour tes conseils. On en a appris tellement. Vraiment, on en parlerait des heures. On en parlerait des heures. Vraiment, la maternité, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais alors, pour terminer, je pose une question à chaque épisode à mes invités. C'est un mot pour leur mari ou leurs enfants. En général, c'est les enfants. Mais voilà, si tu veux pas, un mot, quelque chose que tu as envie de leur dire, il n'y a pas de souci. On t'écoute. Voilà, un petit mot. Qu'est-ce que je pourrais dire que j'ai pas l'habitude de leur dire, c'est que même si maman est aujourd'hui en train de poursuivre ses rêves, ils seront toujours mes amours. Mon mari sera toujours mon premier amour. Mes enfants, mon poumon gauche et mon poumon droit. Mais quelque part, maman a vraiment besoin de reconquérir ses rêves, parce que mon bonheur aussi, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'aimer moins ou plus. Non, l'amour, il est toujours là. Le partage sera toujours là. Mais maman a besoin de se retrouver, parce qu'une maman épanouie, c'est une épouse merveilleuse. C'est une maman qui a beaucoup plus de patience, beaucoup plus d'énergie, qui a de la force, et puis qui va engendrer une fierté de la part de l'époux et puis des enfants. Donc, ne vous fâchez pas si je pars en week-end. Et bientôt, tu feras la semaine. Seule, et puis après la semaine, et puis après... Je vais te tester. Dans un mois, je te dis,
Sarah, tu es partie en week-end toute seule. Non, mais j'ai refusé tellement d'invitations parce que j'arrivais pas à laisser les enfants. Non, mais ça, c'est fini 2025. Ça, on m'a dit pas à pas, donc voilà. Pas à pas. Non, mais là, je pense que 2025, on est prête. Ça marche. En tout cas, franchement, Sarah, merci. C'est un plaisir de t'avoir et merci pour tous tes conseils. On te retrouve sur tes réseaux. Oui, Tatana Conseil, sur TikTok. Voilà. Tu es sur Instagram aussi, oui, avec Instagram, ta marque JMS Couture. Voilà. Et bien voilà. Merci beaucoup. Merci et je te à dis toi à très bientôt. et à très bientôt.